Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Levez la main si vous êtes un introverti. Si vous posez cette question une première fois à une assemblée de 100 personnes, il y a des chances que peu de mains se lèvent, mais si vous la posez une seconde, puis une troisième fois, alors probablement un bon tiers des personnes lèveront la main. Dans un monde qui n'arrête pas de parler, être introverti est souvent perçu comme un handicap. Comme le dit l'actrice Emma Watson, rendue célèbre dans Harry Potter, si vous êtes autre chose qu'un extraverti, une petite voix intérieure vous dit certainement qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Bien heureusement, grâce au progrès des neurosciences et de la psychologie, le stigmate de l'introversion tend à s'évaporer. Il est reconnu que des forces y sont associées, pas uniquement des fragilités. Cette prise de conscience est générale, y compris dans le monde de l'entreprise, où les modèles de leadership associés à ce mode de fonctionnement sont de plus en plus valorisés. Quels sont les pouvoirs cachés des introvertis ? Laurie Hawkes, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute, cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle Psychothérapie Paris-Île-de-France, au sein de laquelle vous enseignez. Vous pratiquez une psychothérapie relationnelle basée sur l'analyse transactionnelle. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, dont La force des introvertis. La force des introvertis, le pouvoir caché des introvertis. Vous venez nous aider à comprendre et célébrer les qualités de ces personnalités souvent mal connues et mésestimées, et aussi de ce qui vous anime et de ce que cela signifie qu'être le héros ou la héroïne de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Laurie. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Comme beaucoup d'introvertis, je n'ai pas forcément la réponse hyper rapide. J'aime bien avoir le temps de réfléchir. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir. Et réfléchir, au fond, c'est une des choses que je fais le plus sur cette planète, c'est vouloir apprendre et comprendre. Je lis énormément, je participe à des formations, je réfléchis avec des collègues, je réfléchis avec mes patients, je réfléchis avec nos étudiants dans notre école. Et puis, une autre chose que j'aime beaucoup faire de mon temps sur la planète Terre, c'est passer du temps seul. Alors, en lisant, en regardant une série intéressante et pas trop stressante, parce que comme beaucoup d'introvertis, j'ai un côté assez hypersensible et voir des scènes violentes, ça me fait mal dans le corps. Est-ce qu'il y a un défi ou un obstacle particulier, mental, physique, émotionnel ou perçu que vous avez rencontré, quelque part un peu transformé le cours de votre vie et qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire amener au monde des outils thérapeutiques et des contenus pour pouvoir mieux se connaître ? Comme beaucoup de psychothérapeutes, j'ai mes propres bagages. En démarrant dans la vie comme toute jeune femme, jeune fille, j'allais vraiment pas bien du tout. J'étais assez terrorisée par les autres gens. L'idée de faire un exposé, je me demandais, est-ce qu'il vaut pas mieux se suicider tout de suite plutôt que d'avoir à affronter une chose pareille, aussi terrifiante? Donc, il y a une certaine anxiété sociale qui est un autre de mes thèmes de prédilection et c'est lié aussi à l'introversion. Donc ce réconfort qu'il y a à être plutôt seul, il n'était pas forcément bien reçu. Je me disais que je devrais être comme tout le monde et vouloir être avec des gens tout le temps et j'étais, pour des raisons diverses, pas forcément à l'aise avec des gens tout le temps, même pour pas beaucoup de temps. En fait, les amis intimes, ça allait, mais donc devoir se montrer au monde, chercher du travail, aller au travail, faire un exposé, c'était terrifiant. Vraiment, c'était une grande, grande souffrance. J'ai eu la chance de bénéficier d'une première psychothérapie, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, et donc une vingtaine d'années en tout. Et d'avoir surmonté tout ça et d'être maintenant assez à l'aise avec les gens, même si j'ai mes préférences pour du temps solitaire, mais je ne peux pas passer ma vie entière toute seule. Je pense que c'est bon pour personne. Mais donc d'avoir surmonté ça, ça m'a donné foi dans les possibilités humaines et envie d'accompagner des gens pour pouvoir se libérer eux aussi. Être introverti, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? En quoi ça consiste ? Parle de quoi ? Est-ce qu'on est introverti ? Comment est-ce que vous expliqueriez à un enfant de 6 ans ce que c'est qu'être introverti ? Alors, c'est une question qui a l'air toute simple et qui est en fait assez complexe. Parce que, comme vous le voyez par exemple dans notre interaction, moi je suis assez animée.
Donc pas mal d'introvertis sont très calmes, assez contenus, on voit leur regard est calme. Et puis vous avez d'autres introvertis qui sont comme moi plutôt animés, voire nerveux. Donc c'est pas évident à décrire de l'extérieur. La chose, qui me semble la plus discriminatoire au fond pour quelqu'un, pour voir s'il est introverti, c'est est-ce qu'il a une prédilection pour passer beaucoup de temps seul ou avec seulement quelques personnes, des personnes plutôt intimes, à parler de choses qui lui tiennent à cœur? C'est-à-dire sous stress, quel va être son réflexe premier? Est-ce que je me ressource en m'isolant ou en allant au contact des autres? Alors plutôt en s'isolant ou Oui, en allant vers un proche. d'accord. Mais pas d'aller sur les réseaux sociaux dire: «Ah là là, aujourd'hui il m'arrive un truc terrible» pour que les gens Oui, du oui, oui. réseau Mm, répondent en masse. Non, 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 non. mm. Encore moins se filmer sur Instagram, en se montrant en pleurs ou quelque chose comme ça. C'est ce qui n'est pas du tout, critiquable, mais c'est pas un truc d'introverti ça. Donc c'est quelqu'un qui aime être souvent seul, si je voulais le mettre en termes très, très simples. Et qu'est-ce que ce n'est pas alors? Oui, ça, c'est très important comme question parce que Oui. je disais à quelqu'un récemment: «Mais finalement, tu es assez introverti» et il était un peu vexé. Il dit: «Bah, non, pourquoi? Non, moi, je me trouve pas introverti» et quand je lui ai expliqué plus ce que c'était, il dit: «Ah oui, finalement, oui». Et il pensait que c'était, comme beaucoup de gens croient ça, introverti, c'est sauvage, n'aimant pas les gens, capable de s'isoler, comme un ermite et finalement ayant du ressentiment contre tout le monde et capable de fabriquer une bombe pour comme le Unabomber aux États-Unis il y a pas mal d'années, qui était une sorte d'ermite qui vivait tout seul. Et non, être introverti, c'est pas être sauvage, C'est un c'est mode de avoir besoin de fonctionnement. ce ressourcement. Voilà. Oui. Et donc ça s'oppose à extraverti. Oui, une des grandes différences, c'est que les extravertis ont besoin d'être au contact des gens pour trouver de l'énergie. Si on les laisse trop longtemps tout seuls, c'est comme une plante qu'on n'arrose pas. Et donc leur arrosage, c'est le contact avec les gens. Alors qu'au contraire, les introvertis, c'est tout seul qu'ils arrivent à s'arroser tout seuls, en un sens. Ce mode de fonctionnement par l'introversion, c'est qu'on est avec, c'est quelque chose de constitutif, c'est un modèle statique, dynamique. Est-ce qu'on est, on est 100% introverti ou 100% extraverti? Est-ce qu'on peut être un mix des deux? Est-ce que ça se développe? Ça n'est pas sûr. Les recherches sur le tempérament ou la disposition innée chez l'enfant, ça montre plutôt un profil de réactivité aux stimuli. Donc c'est Jérôme Kagan aux États-Unis qui a mené ces recherches. Il a montré qu'il y avait un groupe de bébés qui réagissaient très fort à un stimuli nouveau. Donc vous mettez tout d'un coup un ballon rouge devant son visage et il se raidit, il s'arc-boute et éventuellement il chouine ou il crie. Alors que un faiblement réactif, vous lui mettez un ballon devant lui, bah, il regarde, tiens, c'est quoi? Donc on voit qu'il y a une prédisposition à quelque chose de, bah, d'une part, probablement de l'hypersensibilité, mais aussi d'avoir besoin d'un environnement assez prévisible et qui ne fait pas intrusion. Donc sur ces enfants hautement réactifs, ils vont pas tous devenir des introvertis. Et puis effectivement, là je rejoins une partie de la question. Pour moi, contrairement à certains auteurs, mais comme dans le MBTI, c'est pas soit tu es introverti, soit tu es extraverti et puis basta. C'est un continuum. Vous connaissez peut-être le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, qui est un test de personnalité qui nous donne des indications sur la manière dont nous fonctionnons. Il y a 4 indicateurs. Comment est-ce qu'on oriente son énergie? Est-ce qu'on est plutôt en introversion ou extraversion? Nos modalités de perception, intuition ou sensation, nos critères de décision par la pensée ou plutôt le sentiment, et enfin le style de vie. Est-ce qu'on est en perception, en réactivité par rapport aux choses ou en jugement, c'est-à-dire qu'on est en proactivité par rapport aux événements extérieurs, ce qui vient à nous. La première lettre, c'est comment on oriente l'énergie. Est-ce que c'est de l'introversion et extraversion? Pour ma part, je suis INTP, mais en fait, je suis 60% I, introverti, et 40% E, extraverti. Votre exemple sur le MBTI est très bon parce que 60% d'introvertis, vous êtes plus introverti, mais vous avez toute une part extravertie qui fonctionne bien. Et donc, moi, j'appelle ça être ambiverti quand on est dans la zone médiane. Et je suis moi-même assez ambivertie, mais
avec une prédominance de l'introversion pour un certain nombre de situations. Mais là aussi, ça va dépendre des situations. Il y a des choses qu'un introverti préfère faire tout seul et d'autres choses qu'il préfère faire avec le conjoint ou même avec un groupe de potes, mais pas trop grand. Donc, on a développé dans nos années formatrices, et je veux dire par là d'enfance et d'adolescence et puis de jeune adulte, on a développé des habitudes de choses qui nous sont agréables et qui peuvent permettre, notamment si on avait tendance à être plutôt dans les hautement réactifs et qu'on était peut-être parti pour être fort, fort introverti, si on a pris l'habitude de faire des trucs avec des gens et que ça se passe bien, alors notre part extravertie peut bien se développer. Comme si on avait deux petits bonhommes dans nous et on peut muscler plus l'un ou muscler plus l'autre ou les muscler tous les deux. Mais alors, est-ce que le 100% introverti, ça existe? Puis à l'inverse, est-ce que le 100% extraverti, ça existe? Moi, j'aurais tendance à dire que non, qu'il y a quand même toujours au moins un petit bout de l'autre côté. Laurie, au cinéma, y a-t-il un acteur ou une actrice qui joue le rôle d'un personnage introverti qui vous inspire? Un matin, j'écoutais la radio et j'entendais ce gars agent immobilier qui est devenu animateur télé, Stéphane Plaza, qui pour moi était, quand je le voyais à la télé, mais oh mon Dieu, quel extraverti fatigant cet homme-là, sympa, mais waouh. Et puis on l'interrogeait sur ce qu'il aimait faire le week-end et il disait non, moi le week-end je suis fatigué, je vois personne ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit tiens, il a un introverti dans lui aussi. Ça a fait évoluer ma pensée au fil des ans. Mais je pense qu'on a quand même au moins un petit germe d'un côté ou de l'autre. Un de mes introvertis préférés dans le monde des médias, enfin, des médias et surtout de l'université, c'est le professeur Brian Little, qui a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Confessions of a Passionate Introvert. C'est génial. Moi, je l'ai regardé au moins une demi-douzaine de fois et chaque fois, je rigole. Donc, il est très animé, il est très vivant. Mais il dit, I'm an off-the-charts introvert, c'est-à-dire au-delà de la limite décelable. Ce qui est intéressant, puisque visiblement, il a quand même quelque chose dans lui à quoi il peut faire appel. Et il dit que c'est grâce à la passion. C'est pour ça qu'il appelle ça confession d'un introverti passionné. Quand on a la passion, on sort de son introversion pour s'extravertir, pour pouvoir communiquer sa passion. Donc lui, c'est un homme qui a fait beaucoup de recherches sur les composantes de la personnalité. Et l'introversion et l'extraversion est une des Big Five, des 5 grandes composantes. Voilà le modèle Big Five différent du MBTI dont on a parlé tout à l'heure. On le dénomme aussi le modèle Océan, où chaque lettre désigne un des principaux traits psychologiques, l'ouverture à l'expérience, le degré de conscienciosité, le degré d'extraversion, le degré d'agréabilité et un cinquième axe qui est le névrosisme, c'est-à-dire une disposition aux émotions négatives. Peut-être qu'il y a un peu des mythes sur les introvertis et les extravertis. On dit que les extravertis tirent leur énergie des interactions sociales, comme Oui. on l'a dit, alors que les introvertis tirent leur énergie de la réflexion intérieure sur leurs pensées, leurs émotions. Plutôt vrai, plutôt faux? Autant que je comprenne, c'est vraiment plutôt vrai. Brian Little, dans cette conférence TED, il explique assez bien. Il dit que finalement, c'est comme si l'introverti avait un niveau d'éveil déjà assez élevé. Donc, il est en permanence en train de chercher à plutôt apaiser ce niveau. Alors que l'extraverti a un niveau qui soit est plus bas, soit en tout cas ne le satisfait pas. Donc, il est constamment en train de chercher à le monter. Donc, il cherche constamment des stimulations. Et c'est intéressant de le regarder comme ça. Ça fait paraître l'introverti comme non pas coincé ou quelque chose comme ça, mais riche, limite trop riche. Je donne, je limite, je ne prends plus, non merci, la cour est pleine. Objectivement, les introvertis passent autant de temps avec les autres que les extravertis? Ben, ça dépend. Ça dépend parce que ceux qui connaissent leurs propres besoins peuvent chercher un métier où ils peuvent passer plus de temps seuls. Alors qu'un extraverti va avoir plus de plaisir à faire un boulot comme, je sais pas, vendeur sur les grands boulevards. C'est pas un boulot d'introverti, hein. Et constamment à héler le chaland. Ça, non, c'est pas confortable du tout. Ça les épuise. Et après, on tire aussi de l'énergie en posant des mots en fait sur nos pensées, en étant assertif, par exemple. Est-ce que l'extraverti, comme vous disiez que c'était une réponse à la stimulation, mais
L'extraverti a besoin effectivement de poser des mots pour élever son jugement. Les introvertis, du coup, comme les extravertis, en étant assertifs, en posant des mots sur leurs pensées et en y arrivant et en prenant le temps de le faire, ils sont dans l'échange avec l'autre, ils sont pas tout seuls, ils en tirent de l'énergie l'un comme l'autre. Oui, on réfléchit mieux, tous les humains, a priori pas spécialement plus introvertis ou extravertis. On Ok. réfléchit mieux, ou on pousse plus loin notre pensée en la confrontant à la pensée d'autrui. Mais sinon, de nature, si vous avez, une réunion de 5-6 personnes, pas trop compétitives, les extravertis auront tendance à réfléchir au fur et à mesure qu'ils parlent et en faisant évoluer leurs pensées au fur et à mesure des réactions des autres, ce Hmm. qui est très riche. Hmm. Les introvertis, souvent, vont préférer élaborer leur pensée davantage et la dire, une fois qu'elle est élaborée. C'est une règle un peu générale, hein, c'est pas tous, je vois bien que pour moi-même, il y a des choses que j'aime beaucoup élaborer à l'avance, comme vos questions là, c'était très bien que je les ai pour pouvoir réfléchir au lieu de dire: là, j'ai pas d'idée». C'est ce qui pourrait bien m'arriver et j'aurai l'idée demain matin parce que ça met un peu plus longtemps. Il y a même eu des recherches en neurologie montrant que, si vous posez une question à un extraverti, ça suit une voie très courte et pouf, ça va dans une réponse et éventuellement, il va moduler la réponse en fonction des mimiques de l'interlocuteur, il s'adapte. Alors que, l'introverti, ça passe par un chemin plus long dans le cerveau pour arriver à quelque chose qui est plus élaboré, mais pas tout fini, hein. Moi aussi, j'aime bien voir les réactions des autres et faire évoluer ma pensée de cette façon-là. Deuxième mythe à revisiter à propos des introvertis. Les introvertis éprouvent systématiquement de l'anxiété avant une prise de parole en public. Plutôt vrai? Plutôt faux? Je dirais que c'est quand même souvent vrai, parce que comme c'est pas leur milieu de prédilection, dès qu'on sort de sa zone de confort, il y a plus ou moins d'anxiété. Mais pas forcément beaucoup. Si, vous avez un orateur, qui est introverti, mais qui connaît vraiment bien sa partie, qui est sûr de lui là-dessus, par exemple ce professeur Brian Little, c'est un professeur d'université, il aime surtout faire de la recherche et animer ses petits groupes avec ses étudiants. Mais s'il faut faire une conférence, je lui ai pas demandé, mais je pense qu'il a pas trop le trac parce qu'il sait comment ça se passe. Alors que les extravertis ne seraient plutôt pas anxieux, mais ils peuvent avoir quand même le trac aussi, en se disant, «Mais peut-être que je sais pas assez», enfin, le complexe de l'imposteur ou des choses de ce genre, ça peut arriver, chez les 2 types. Hmm. Même si je pense que les introvertis sont un peu plus, enclins à avoir, un complexe de l'imposteur parce qu'ils n'arrêtent pas de s'examiner, de se poser des questions. Alors que souvent l'extraverti, il y a un côté, ça sort spontanément. Mais c'est quand même pas toujours. C'est assez vrai, mais pas complètement vrai. Redouter la réaction du public, je pense que ça peut arriver aux 2. La plus forte anxiété chez l'introverti qui va prendre la parole, c'est, «Je vais pas être dans ma zone de confort, j'aime pas ça, il y a plein de gens qui me regardent, c'est moi qu'on écoute, oh là là, c'est moi qui me tiens le crachoir, je voudrais bien que quelqu'un d'autre intervienne». Bon et ils sont pas tous comme ça, hein, mais quand même, on n'est pas à l'aise de prendre la parole devant plein de gens. C'est pas un truc qu'on adore faire, alors que ça peut être tout à fait du goût de l'extraverti. Après, les doutes sur les compétences, sur, est-ce que je vais plaire ou déplaire, ça, c'est plutôt une question de névrosisme dans le Big Five, hein. Troisième lieu commun ou mythe ou question intéressante à creuser, challenger. Les extravertis sont de meilleurs leaders que les introvertis. Plutôt vrai? Plutôt faux? Plutôt faux. Beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Si on a, un fameux petit groupe de 5 avec, des gens qui doivent résoudre un problème comme, sortir d'une escape room, c'est l'extraverti ou un des plus extravertis du groupe qui va prendre le pouvoir et se dire qu'il est le meilleur leader. Mais il n'est pas forcément le plus compétent. Simplement, il commence à agir tout de suite et puis il dit: «Bah, toi fais ça, puis toi fais ça et toi fais ça». Donc on se dit: «Ah oui, c'est un leader». Donc il a une sorte de tempérament de leader. Mais ça dépend de ce qu'on appelle le meilleur leader. Est-ce que c'est celui qui, Qui est avec directif? oui, ou est-ce que c'est celui qui sait mieux réfléchir? Pour prendre un exemple politique, les 2 précédents présidents américains, on en avait un qui était introverti et qui savait très bien réfléchir et que certains trouvaient pas assez, meneur d'hommes, pas assez, extraverti, hein, finalement.
Certains ont même osé dire Obama est un introverti, il n'aime pas les humains. C'est pas vrai du tout. Il était extrêmement ému par plein de situations. Alors que Trump, c'est un type qui fait plein de bruit, qui parle sans réfléchir, et que les gens qui l'adoraient trouvaient excellent leader. Alors que pour moi, c'est un leader catastrophique parce que il peut déclencher des catastrophes au niveau mondial. Donc, c'est tout est une affaire de point de vue. Qu'est-ce qu'on appelle un meilleur leader? Si on revient au leader introverti, est-ce qu'on peut dire que les introvertis écoutent plus, encouragent plus les initiatives? Ça, c'est plus un réflexe d'introverti, personnalité introvertie Oui, en matière de leadership écoutez, que d'extraverti. oui. Et du Et coup, quand on a ce type de leader avec une équipe, elle va peut-être un petit peu plus loin, là où l'extraverti qui se fera plus vite remarquer sera peut-être plus adapté s'il y a une équipe entre guillemets qui est pas spécialement proactive oui, et qu'il faut réveiller. oui, ça me semble très juste et Voilà, avec évidemment les nuances liées à la personnalité de bien chacun. sûr. Mais avec une équipe de gens qui aiment bien être autonomes, qui sont, oui, qui veulent juste qu'on leur montre la direction, un petit peu comme un orchestre. Je répète ma propre partition, mais je suis quand même le chef d'orchestre pour voir où on en est. Oui. Mais j'ai pas besoin qu'ils me disent tous les soirs, ah non, mais pense bien, Laurie, hein, réviser ta partition ce soir. Alors qu'effectivement, avec un groupe qui serait assez passif, il vaudrait mieux un leader plus vigoureux. Mais vraiment, donc il y aura du pour et du contre en fonction de l'équipe, parce que si vous êtes dans une équipe et que vous êtes quelqu'un de très autonome, si vous avez un leader extraverti qui n'arrête pas de vous donner des ordres et de venir mettre son nez partout dans ce que vous faites, ça va vous déplaire et ça va vous faire travailler moins bien. Alors que le leader introverti qui dit bon, tu me fais un rapport toutes les semaines que je vois où t'en es, qui dit bah oui, je comprends, tiens là, ça, je pense qu'il faudrait rajuster un peu, mais tout le reste, ça me convient. Là, vous vous sentez toujours libre d'utiliser votre cerveau à fond. Quatrième mythe à propos des introvertis. Les extravertis sont de meilleurs networkers que les introvertis. Alors, dans le milieu professionnel, le réseautage professionnel, là, je trouve que c'est vrai. Tous mes patients introvertis qui cherchent à agrandir leur réseau, ils me disent, oh là là, il faudrait que j'aille à cette soirée, il va falloir réseauter. Non, mais c'est un cauchemar, je ne voudrais pas y aller. C'est vraiment, ils n'ont pas envie du tout. Et quand ils se forcent à le faire, ils le font pas forcément très bien, sauf s'ils ont fini par prendre l'habitude. Mais c'est vraiment pas un plaisir pour eux. Ça me fait penser à un truc que je lisais dans l'Obs de la semaine dernière sur François Ruffin. Les choses que j'ai lues, je me suis dit, ouh, celui-là, c'est un bel introverti, c'est chouette. La personne disait, il est hyper solitaire. Ses loisirs, c'est lire, courir, écrire, réseauter, téléphoner, les réunions, c'est pas son truc. Mais il se fait violence en ce moment pour pouvoir faire entendre sa voix. Et donc, réseauter, en effet, je pense que c'est vraiment pas le truc des introvertis. Ils peuvent apprendre. Comme vous le disiez pour vous-même, on peut apprendre et on peut développer sa part extravertie. Mais c'est pas naturel et c'est pas forcément un plaisir comme un extraverti. Vous le mettez dans une soirée, il faut faire des contacts. Ouais, chouette, c'est ce que j'adore faire. Et hop, des petits contacts superficiels avec celui-ci, avec celui-là. Ça met de l'huile dans les rouages et ils sortent de là très contents, énergisés, alors que l'introverti sort de là épuisé. Ouais, il y a des qualités et des défauts pour les deux, hein, mais le réseau, ouais, c'est pas leur truc. Et in fine, est-ce que les extravertis font de meilleurs vendeurs que les introvertis? Probablement, dans l'ensemble, oui. Mais ça dépend aussi du milieu et à qui on cherche à vendre. Parce que moi, quand j'ai affaire à un vendeur très extraverti qui me pousse beaucoup, allez, allez, madame, vous allez voir, ça va vous plaire. Ouais, ouais, je vous vois tout à fait là-dedans. Je me sens envahie, j'aime pas ça du tout. Alors, il m'est arrivé d'accepter l'achat juste pour avoir la paix. Mais c'est pas ce que j'appelle un bon vendeur. Je me dis, bah, cet endroit-là, faut surtout pas que j'y retourne parce qu'il y a ce type envahissant, c'est pas possible. Ouais, trop insistant. Oui. Ça marche pas quand on fait de la vente. Être trop insistant, ça peut faire fuir le prospect. Oui. Donc, un extraverti qui sait repérer les signaux pour arriver à prendre du recul par moment, ça peut être mieux. Et certains vendeurs introvertis sont très appréciés parce que justement, ils présentent les choses de façon très ouverte en laissant de la place. Donc, on a le temps de réfléchir, on peut voir. Alors, un acheteur très extraverti va peut-être dire, ah non, mais il est mou celui-là. Il faudrait qu'il aille droit au but et qu'il me dise, allez, prenez celui-là, c'est le meilleur.
au lieu de me montrer les points forts, les points faibles de trucs. Oh. Donc, ça va dépendre de l'acheteur pour la qualité du vendeur. Le 100% introverti n'existe pas, le 100% extraverti n'existe pas. Selon les situations, il faut peut-être jouer un petit peu des deux, de la force de l'introversion, de la force de l'extraversion. C'est plus sous stress, en fait, ce que vous dites que ça s'exprime. L'introversion ou l'extraversion, c'est une sensibilité à une stimulation, en fait. Et c'est aussi vraiment une préférence de milieu. Donc, l'introverti, généralement, préfère un milieu plus tranquille, éventuellement pouvoir s'isoler. Si vous êtes en séminaire et que tout le groupe va déjeuner ensemble le midi, les introvertis, s'il y a moyen d'avoir une petite pièce pour soi et se reposer là pendant l'heure et demie en mangeant un sandwich, préfèrent. C'est pas là une question de stress, c'est enfin avec mes pensées pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Évidemment, sous stress, ça va être plus prononcé, mais même sans le stress, il y a cette préférence. Et comme vous le disiez, on peut développer sa part plus faible. On peut s'exercer à sortir plus souvent de sa zone de confort pour que ça soit moins inconfortable de sortir de cette zone. Mais on ne changera pas de zone de confort. S'il fallait donner 5 conseils à un introverti pour réussir de manière générale, qu'est-ce que vous lui prodigueriez? Que la première chose, c'était vraiment de s'estimer soi-même. Et c'est vraiment le but à la fois de mon livre, mais des 2 livres importants qui ont précédé le mien en anglais. Évidemment, celui qui est devenu un best-seller mondial, celui de Susan Cain, qui s'appelait en anglais Quiet, qui est un titre magnifique. Vraiment, c'était un livre tout blanc avec juste écrit Quiet. C'était vraiment le livre pour introvertis et c'était vraiment le démarrage de ce mouvement pour redonner une bonne place aux introvertis, au lieu que le message soit si vous êtes introverti, c'est pas bien, essayez de le cacher, essayez d'être aussi extraverti que possible. Donc c'est vraiment estimez-vous. Lisez Susan Cain, lisez moi, lisez la toute première, mais qui avait écrit même avant Susan Cain. C'est sur le radar, si j'ose dire, depuis une bonne quinzaine d'années quand même. Le premier conseil, c'est de s'estimer avec cette particularité d'introversion. Donc d'apprendre vraiment ce que c'est pour voir les qualités au lieu de se dire ah là là c'est embêtant que je sois introverti. Beaucoup de gens ont ce côté-là. Ah mais d'accord, je veux bien, je suis introverti, mais je veux plus l'être. Et on peut apprendre à faire grandir son extraverti, mais on n'apprend pas à ne plus être introverti. C'est un tempérament. C'est comme ça. Donc le deuxième conseil, ce serait d'être attentif à vos besoins. Parce que dans ce monde où il est nécessaire souvent de jouer des coudes, de se mettre en avant, de se faire entendre, on peut finir par se perdre de vue et même perdre le contact avec soi et se pousser constamment dans un personnage qu'on n'est pas. Donc, savoir quand on a plutôt envie d'aller déjeuner tout seul qu'avec tout le monde, c'est souvent mal vécu hein, dans les groupes, je le vois régulièrement. Tout le groupe a mangé ensemble et une personne veut aller manger toute seule ou alors juste avec une autre personne. Et il y a une réaction d'abord du groupe, un côté comme si avant tu nous aimes pas, mais une fois que c'est acté, compris, que c'est juste une préférence de la personne, c'est pas une antipathie, alors on peut le faire entendre. Donc d'avoir conscience de si on a besoin de solitude, de prévoir du temps, c'est mon troisième, hein, d'assurer qu'on a un temps solitaire suffisant. Solitaire, ça peut être tout seul, ou j'ai vu des gens qui étaient dans un couple qui les régénérait autant que la solitude. Donc, si on a un couple où l'autre n'est pas un extraverti forcené qui, quand vous rentrez le soir épuisé, dit « Bon, allez, tu te rhabilles, on sort, il y a une fête chez machin », et que l'introverti, c'est « Ah non, non, j'ai déjà tenu toute la journée ». Donc, c'est pas impossible, mais c'est épuisant pour un introverti, ça. Donc, pour aller bien, c'est important d'assurer suffisamment de temps de récupération. Un troisième, c'est de s'appuyer sur ses points forts, prendre conscience de cette capacité de réflexion, de cette qualité d'écoute, de cette tendance à la profondeur, pour se dire mes avis ont de la valeur. Donc si je suis dans une réunion où tous les extravertis se sont fait entendre bruyamment,
au lieu de dire bon bah ça va, tout a été dit, d'être en contact avec ma propre réflexion. Non, mais quand même, je vais ajouter quelque chose, de prendre la parole pour ajouter un point de vue qui est en réalité, en général, tout aussi intéressant. Et même dans une équipe qui connaît bien son fonctionnement, on fait attention que l'introverti qui n'a pas pris la parole le fasse à la fin. Parce qu'on sait que souvent ce mot de la fin, ça reprend un petit peu ce qu'on dit des autres, ça ajoute une sorte de touche finale comme la crème sur le gâteau, et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Donc, s'appuyer sur ses points forts, et puis faire des exercices, entre guillemets, d'extraversion. Pas tout le temps, mais s'habituer à sortir de sa zone de confort. Quelqu'un me disait ça récemment en séance, disait, avec le confinement et tout ça, je m'étais habituée à pratiquement plus sortir. Et je me disais que j'aimais pas ça. Et en fait, là, un peu de force, j'ai été traînée par une amie à une soirée avec pas 25 personnes, mais 5-6. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, j'aimais beaucoup revoir mes copines, 5-6 personnes à la fois. De se pousser à sortir de la zone de confort de temps en temps pour que ce muscle-là, si j'ose faire cette analogie, que ma part extravertie, c'est comme un muscle. Et si je ne le travaille pas du tout, il va s'atrophier et je sais de moins en moins m'en servir. Et je vais avoir de plus en plus peur ou pas envie de sortir. Donc, je peux oser me dire, ouais, aller voir les copains. En fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je serais tellement plus tranquille tout seul chez moi. Oui, mais c'est pas bon pour moi. Je sais que, en fait, ça va me faire plaisir. Donc, j'y vais. Peut-être pas le soir de la journée la plus fatigante de la semaine, mais pendant le week-end, de pas m'isoler complètement, faire au moins un truc avec des gens que j'aime pour éviter l'atrophie. Et on pourrait faire la recommandation inverse à l'extraverti, Absolument, travaille le muscle de l'introversion. D'accord. absolument. Oui, oui, les extravertis ont besoin de développer leur introverti interne pour ne pas avoir peur d'être tout seul. Il y en a, c'est terrible. Quand ils ont eu une soirée et après une after et qu'ils ont presque peur de retourner tout seuls chez eux et qu'à la limite, même certains vont emmener un partenaire sexuel de hasard juste pour pas être tout seul. C'est plus de la liberté. C'est bien qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi être très bien tout seuls. Donc, qu'ils fassent cette expérience. Ce seront probablement jamais de grands méditants qui apprécieront de passer 6 jours en silence dans un ashram. Mais ça, on n'a pas tous la force de faire ça. Mais c'est très important aussi, effectivement. Sinon, l'extraverti devient dépendant et prêt à tout pour éviter la solitude, alors que c'est très riche. Il faut qu'il découvre ça. Et puis, c'est pas aux introvertis à faire tout le chemin, hein. Chacun fait une partie du chemin et on peut se retrouver vers le milieu. Ce coup-là, c'est moi qui me force un peu, ce coup-là, c'est toi qui te forces un peu. Ouais, comme ça va. Je pense que c'est très, très utile pour les couples introvertis, extravertis qui vont nous écouter. Oui, oui, oui. Et il y en a un certain nombre. On est souvent Bien sûr. attiré par son contraire. Donc, si c'est elle qui est introvertie, monsieur dit, ah, mais qu'elle est profonde, c'est rafraîchissant, elle m'attire beaucoup. Et elle dit, ah, mais quel charisme. Et puis, au bout de 5 ans ensemble, elle le trouve épuisant et lui, il la trouve pas drôle. Donc, il faut redécouvrir et ouais, Les par les richesses, trésors. Oui. les richesses cachées de l'introverti et Oui, les pouvoirs cachés de l'extraverti. oui, tout à fait. Donc, se respecter, Ouais, être attentif à ses besoins, ouais. assurer assez de temps solitaire, s'appuyer sur ses points forts et faire des exercices d'extraversion. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un introverti pour qu'il soit certain de tout rater? J'ai trouvé que cette question-là très paradoxale. Parce qu'effectivement, d'habitude, je ne donne pas des conseils pour rater. Sauf en psychothérapie paradoxale pour que la personne se révolte. Mais bon. Donc, si vous voulez être sûr de vous faire du mal, forcez-vous à être constamment en société, n'avoir aucun temps tranquille tout seul. À l'inverse, isolez-vous complètement. Devenez un ermite, ne vous forcez jamais à parler aux autres, dites-vous que les autres, c'est tous des abrutis, et vous, ne leur parlez plus, parlez-leur de moins en moins. Comme ça, peu à peu, vous aurez une barbe qui vous poussera jusqu'aux pieds, vous ferez livrer toutes vos courses, vous deviendrez un phobique social patenté,
qui peut plus mettre le pied dehors de chez lui et vous ne serez pas heureux du tout. Le troisième, ce serait un peu comme le premier, de vous forcer à être constamment contre nature, mais aussi dans d'autres domaines que d'être constamment en société. Par exemple, vous aimez les vêtements discrets, les couleurs beige, grège, choses comme ça. Portez des trucs complètement loufoques qui vont vous faire remarquer. Faites-vous sculpter les cheveux avec des pointes, portez des gros anneaux dans le nez, les oreilles, partout où vous pouvez, pour attirer des regards éventuellement agressifs. Ça peut vous faire vraiment bien du mal aussi. Donc c'est surjouer l'originalité, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, faire vraiment le contraire de ce qu'on ferait instinctivement. Et une originalité éventuellement un peu agressive, parce que comme ça, les autres gens seront peut-être un peu agressifs avec vous. Et ça vous persuadera de plus en plus que les autres gens, c'est pas bon. Et vous serez comme ça de plus en plus isolé et vous aurez une vie vraiment, en principe, assez malheureuse et amère. Un autre, c'est un peu le pendant du respectez-vous dans les conseils pour réussir, c'est mépriser votre tempérament. Cherchez tous les défauts des introvertis et quand vous voyez que vous les avez, dites « Ah là là, mais je suis nul de préférer être tout seul. Comment ça se fait que je sois même pas capable d'organiser une soirée pour mes 35 ans avec 100 personnes? Et pourquoi ça me fait pas plaisir? Hein? Eh ben, je vais le faire et puis je vais le rater et puis je parlerai à personne pendant la soirée et comme ça, j'aurais vraiment, j'aurais bien prouvé que j'étais minable. Ça m'est un peu difficile d'être aussi destructrice, mais bon. Et puis, dernier conseil pour bien rater, c'est dans un entretien d'embauche, vendez-vous comme extraverti. Visez un job d'extraverti et mentez de façon éhontée en disant moi, mais je suis super à l'aise dans les grands groupes, je n'ai pas de plus grand plaisir qu'à être constamment en déplacement, présenter des trucs à des gens, persuader les gens d'acheter des choses dont ils ne veulent pas, improviser des arguments de vente, d'inspirer aux autres l'attente que je vais être une grande extravertie. Et comme ça, les gens seront déçus, me feront des reproches et je pourrais aussi me faire des reproches et avoir l'impression que là, ouais, j'ai bien raté. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café? Barack Obama. J'aimerais beaucoup passer, pas trop longtemps, hein, parce qu'il est trop important, un quart d'heure, prendre un thé avec cet homme-là. Alors, il faudrait que je prépare, 1 ou 2 questions, qui pourraient l'inviter à me montrer quelque chose de sa pensée passionnante. Mais je pense que rien qu'au contact de cet homme-là, j'ai une impression de profondeur chez lui. Voilà, j'aimerais bien un café avec lui. C'est un introverti qui vous inspire. Absolument, il m'inspire fort. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie s'il fallait retenir 3 valeurs essentielles? La justice, le respect et la bonté. Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre vie? À qui avez-vous envie de dire merci? Je suis très reconnaissante d'être en vie. J'ai des gens de mon entourage qui sont morts avant mon âge. Donc de me dire: «Voilà, je suis arrivée à 68 ans sans avoir une maladie mortelle». Ça viendra peut-être très bientôt, je ne sais pas, mais d'être arrivée déjà là, toutes ces années de vie et en plus de vie en paix. Parce que pour le coup, ces événements d'Ukraine me rendent d'autant plus reconnaissante de vivre actuellement dans un pays qui est en paix, dans un certain confort, qui diminuera peut-être avec l'évolution de la situation mondiale. J'ai une immense gratitude pour tout ça. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour les gens que j'aime et qui m'aiment. Si j'avais pas ça, j'ai beau aimer la solitude, je dépérirais. L'amour avec les gens, je trouve que c'est formidable. Et j'ai de la gratitude pour mes psys, mes 2 plus longs psys en particulier, et la dernière en particulier, une certaine Arlette, qui m'a énormément apporté, mais tous les psys que j'ai croisés vraiment, m'ont beaucoup aidée. Donc la gratitude, c'est quelque chose que je trouve en plus tellement délicieux à ressentir. On se sent, déjà enrichi rien que de penser gratitude. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement, regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Qui me venait comme, exercice possible, ce serait de passer quelques jours à noter
sur un petit papier tous les gens que j'admire ou que je respecte. Que ce soit des gens célèbres, genre Barack Obama, Simone Veil, des gens comme ça, ou des gens de l'entourage, ou des profs qu'on a eus ou qu'on a actuellement, enfin des gens qu'on trouve super. Et juste noter leur nom sans réfléchir plus avant. Et une fois qu'on a une petite liste, 5, 10 noms, de les regarder en se demandant, déjà, est-ce que je vois lesquels sont probablement introvertis ou pas? Et que je les trouve introvertis ou extravertis, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement de commun avec moi? Ou qu'est-ce que j'ai en commun avec eux? Parce qu'en général, on peut trouver des choses. Évidemment, par exemple, je suis assez différente de Barack Obama et j'aurais fait un très mauvais président des États-Unis. Mais il y a quelques trucs que je peux trouver. Comme nous aimons tous les deux la lecture, nous aimons tous les deux danser le rock. Ce qui faisait très bien avec son épouse lors de son investiture. Mais donc, de chercher des choses comme ça, parce que ça, à la fois, ça donne des modèles de tiens, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Et puis, ça peut consolider la confiance en soi, de se dire tiens, ces gens que j'admire, j'ai au moins un petit truc en commun avec. Et de consolider sa confiance en soi, c'est toujours bien pour sortir de la zone de confort. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou l'héroïne de sa propre vie? Ça, je l'ai ramené à une notion d'analyse transactionnelle que nous appelons le scénario de vie. On démarre dans notre vie avec beaucoup d'influences qui nous viennent de l'extérieur et qui nous mettent sur un certain chemin. Quelquefois, ce chemin nous convient bien, ou très bien même, mais assez souvent, il nous convient pas bien. Et donc, devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie, pour moi, c'est vraiment arriver à changer son scénario de vie pour faire la vie que soi on veut. Souvent, ça nécessite l'intervention d'un ou de plusieurs psys. Dans mon cas, ça aurait été pas bon du tout si j'avais pas eu de psy pour m'aider à changer la route. Mais on peut changer la route et une fois qu'on ose prendre sa route à soi, qui peut être quand même un scénario de vie, mais un scénario qu'on a adapté soi, dont on a décidé soi comme adulte, parce qu'évidemment, on prend aussi des décisions comme enfant, mais genre, tout me fait peur, je sortirai jamais. C'est pas une bonne décision. Il vaut mieux prendre une nouvelle décision comme adulte, comme j'éviterai de fréquenter des gens qui me font du mal. Ça, c'est une décision intéressante. Mais décider qu'on verra personne, c'est pas constructif. Donc voilà, le héros, c'est celui qui décide de son chemin et l'assume de façon paisible, pas de façon défiante. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? C'est une belle question, c'est une belle notion de force d'âme. Ce qui m'est venu, c'est que beaucoup de gens subissent des choses difficiles dans leur vie. La plupart des gens subissent des choses difficiles. Et pour moi, la force d'âme, c'est d'arriver à ne pas devenir amer ou arriver à dépasser cette amertume si on tombe dedans pendant un certain temps. Je pense à cet homme qui, après les attentats du 13 novembre, avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Je trouve que ça m'émeut beaucoup. Je trouve que c'est une immense force d'âme de résister à la haine, à la méchanceté, à la vengeance et à l'amertume. Des gens comme Simone Veil, qui est aussi un de mes grands modèles, revenir des camps en ayant perdu des êtres chers dans cette guerre et ne pas avoir de haine, mais décider, je veux au contraire aider, construire, être une force positive. Quelle force d'âme! C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté
Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.